Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je voulais qu'on continue un petit peu ce qu'on avait fait un peu la dernière fois, c'est-à-dire que de regarder les films en stop motion qui marquaient un peu l'histoire. Alors la dernière fois, on s'était arrêté sur le voyage dans la préhistoire de Karel Zeman. C'était avec le combat de dinosaures en stop motion et tout. Là, on va voir Ray Harryhausen. Donc, je pense que c'est peut-être le plus connu, si je dis pas de bêtises, de la sélection. C'est vraiment... il est mort en 2013, il est mort assez récemment finalement. Il y a 10 ans en fait, donc non pas tant récemment que ça fait bizarre. Ray Harryhausen, c'est vraiment le successeur de O'Brien. Celui qui a fait, qui a fait bosser sur l'animation de King Kong de 1933. Ray Harryhausen, je vais arriver à le dire correctement. C'est un concepteur d'effets spéciaux pour le cinéma et il a fait Jason et les Argonautes. Il a bossé pour Jason et les Argonautes en 63. Il a fait le Choc des Titans en 81. Il a fait plusieurs films Sinbad aussi. J'ai sélectionné juste une séquence de combat de squelettes. Voilà. Des magnifiques gens en mini-jupe. Il y a un gros moment de tension. Déjà, c'est intéressant comment il sort de la terre. Voilà. Déjà, il y a une incrustation avec les autres personnages qui est assez réussie. Pour l'époque, on peut se dire ils sont un peu sur le même plan. Et puis surtout, ça fait vraiment une petite armée assez cool. Ça a dû être très difficile à animer ces squelettes là. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites parties. Les os ils ont l'air un peu fragiles et tout à manipuler. Je sais pas si ça a dû être le plus simple. Surtout qu'en plus, bon, du coup, ils sont. Ouais, elle est super connue cette scène. Et oui, on voit vraiment les classiques des classiques. C'est pour ça, c'est faire un peu une review là-dessus. Peut-être certaines personnes l'ont pas vu, et puis il y a d'autres courts-métrages que je pense que vous n'aurez pas vu. Et qui sont bien cool. Ok. C'est assez drôle, on peut voir vraiment le fond derrière le paysage et tout qui est posé. Il a un magnifique bonnet. Denis, il y a aussi de la stop mode dans Terminator, The Thing, évidemment, il y a... En fait, j'ai sélectionné parce que c'était aussi un grand nom, assez peu connu finalement aussi par rapport à Terminator ou The Thing. Et alors, si, il y a une tension. Regarde comment elle est préparée, la tension. Salut, Rochan. Et ils essaient de la préparer juste actuellement. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de tension. Là, regarde comme ça, c'est difficile. Regarde. Et en plus, bon, alors là, on voit qu'il tape le vide, mais il y a des moments là, ces moments où ils tapent dans le vide. Ils ont rajouté des squelettes en stop motion, ça me fait rire. Mais petits effets de fumée, avec vu qu'en courant sur le sol, ça fait de la fumée. Là, des interactions, mais là, ça a dû être l'enfer. Interactions avec des marionnettes en stop motion. Mais c'est sûr que, comparé à maintenant, la scène, peut-être, elle manque de panache, ou je sais pas, mais je trouve ça... Enfin, c'est hyper inventif, quoi. Hop. Petite cabriole. Danse de squelette. Oui, Skeleton Dance. La danse de squelette, ouais. De Disney. Forcément, dès qu'on voit des squelettes en animation, on pense à Skeleton Dance. Mais Skeleton Dance, ils étaient vraiment tous raccords entre eux. C'était une boucle qui était... les squelettes dansaient. Il y en avait un, en fait, qui dansait. Et le reste était copié sur les autres. Pas pour tout le court-métrage, mais... pour une partie. Là, c'est pas le cas, évidemment. Ils avaient plusieurs modèles de squelettes, du coup, et puis l'interaction avec l'acteur. Ouais, non, c'est pas mal quand même. Ça met du temps à venir. Bon, là, il y a des trucs où... ça utilise pas mal de trucage. Et on voit qu'ils sont plus nets que l'acteur, vu que l'acteur, il y a un plan éloigné, tandis que les squelettes font une taille beaucoup plus petite.
sais pas quelle devait être leur taille, à mon avis, ça doit être à peu près. À mon avis, ça devait être à peu près ça. Mais du coup, forcément, ils sont plus nets que l'acteur. Là, on voit vraiment qu'il y a un fond tout plat derrière, ça me fait rire. Et c'est tourné en studio, à belle époque. Ah non, c'est une belle scène de combat. Aïe aïe aïe, coup dur. Petit sang sur l'épée. Vous ne mourrez jamais. Et il y a un maxi plongeon. Bon voilà, je pense que on va finir là-dessus. Si, alors, il a touché le héros, Léo, mais c'est juste que c'est un trucage. Bon, il l'a frôlé, quoi. Non, bah c'est super cool à voir. Aujourd'hui, je trouve que on ferait une scène comme ça, on la ferait complètement différemment. Je pense que voilà. Après, c'est vrai que maintenant, il y a peut-être des scènes d'action, de tension. Voilà, la tension y est quand même un peu. Mais on voit, nous, les trucages, etc. maintenant. Mais ouais, déjà, donc ces premières interactions où on voit vraiment que les acteurs bougent leur épée dans le vide et que derrière, je pense qu'ils savaient évidemment à l'avance où allaient être les squelettes pour savoir un peu où taper. Et derrière, l'animation a été ajoutée. C'est c'est intéressant. Et l'animation, elle est fluide, hein. Il y a beaucoup de mouvements et ces petits mouvements, là, regardez, hop, sur la rambarde, genre, ça a l'air de rien, mais. Et puis il y a des belles courbes d'animation. Et ça s'autorise des gros plans assez flippants. La dernière fois, on avait vu des courbes d'animation qui étaient un petit peu cassées. Là, je trouve qu'il y a une belle courbe d'épée, il y a des choses. On sent que techniquement, il y a une grosse évolution de la stop motion à partir de là. Comme disait Denis dans les commentaires. Bah voilà, et ça rappelle forcément d'autres scènes. Ça a été, je pense qu'il y a pas mal de films qui auront un dommage, probablement Evil Dead, effectivement. Et Denis disait plus haut aussi, il y a Terminator, il y a The Thing, il y a des films comme ça, Evil Dead, qui utilisent la stop motion. On va pouvoir voir le suivant. Le suivant, c'est Oni. J'étais en train de me demander, et je crois que j'ai eu un. Dans ma playlist, il y a un film qui a sauté tout à l'heure et je n'arrivais pas à savoir lequel c'était. C'était celui de Jerry Trenka. C'est un cinéaste d'animation tchèque et il a fait 22 films d'animation en tout, dont 5 longs métrages. Et il est aussi peintre, illustrateur, sculpteur. Il a fait des costumes pour le cinéma et le théâtre. Et il faut savoir que ce mec, il a été une grosse source d'inspiration par la suite d'autres artistes en stop motion. On va voir Oni de Kiyashiro Kawamoto. Et c'est un réalisateur et animateur japonais. Et il travaille notamment en Tchécoslovaquie. La dernière fois, j'avais dit qu'en Tchécoslovaquie, il se passait beaucoup de choses en stop motion par là-bas. Ah oui, il y a The Gate aussi, pardon, j'avais pas vu. Un film d'horreur des années 30 bien naze. Alors, je pense qu'il y a aussi pas mal de nanars, alors que la stop motion coûte très très cher. Vraiment, je pense que c'est une des techniques les plus coûteuses. T'imagines, il faut en même temps donc faire les marionnettes en plus de différentes tailles. Il en faut des fois plusieurs. Souvent, il y a plusieurs têtes, etc. Plus les costumes pour les marionnettes, plus le savoir-faire en animation et le savoir-faire en live action parce que du coup les décors sont réels, donc c'est vraies caméras et tout, les lumières à travailler et tout, mais l'animation du coup est faite avec des animateurs donc qui sont c'est pas forcément le même métier non plus à la base, donc c'est deux univers aussi qui se rencontrent. Kawamoto, il a bossé dans les studios de Jerry Trenka. Il a gagné un prix aussi au Japon pour ce film, donc on va le voir, ça dure 7 minutes 37. On va changer de style.
l'instant, ça reste assez rigide. Assez statique plutôt. On sent que là, il y a de la gravure. Je vais boire un peu d'eau. Je sais pas si quelqu'un est bilingue japonais parce que je ne comprends rien. Petit mouvement de respiration. Je pense qu'ils ont dû apporter un mouvement par le bas ou évidemment, donc on n'aura pas de sous-titres. Mais chez vous, vous pouvez compléter et dire ce qu'ils disent. Hein. Je pense que ça serait assez drôle. C'est une ambiance assez particulière. Hein. Alors là, on voit les personnages qui marchent. On les voit aussi beaucoup glisser. Finalement, on voit que leur... Là, c'est un peu mieux. Il y avait tout à l'heure, il y avait un mouvement de caméra, un travelling, et du coup, ils avaient l'impression de un peu glisser dans le vide en marchant. Ouais, il y a des gros plans terrifiants. Moi, ça me rappelle un peu Bestia, un court-métrage qui avait été fait... qui avait été nominé aux Oscars, ou qui avait remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Absolument terrifiant, et qui utilisait une poupée de porcelaine pour le personnage principal qui était une psychopathe, et ça fonctionnait super bien. Là, c'est plus pour rappeler les figurines japonaises et les masques japonais. Déjà en termes de mouvement, il y a quand même une grosse différence avec Jason et les Argonautes qui avait été fait. C'est pas du tout le même style d'animation, évidemment pas les mêmes marionnettes, mais je pense que les marionnettes sont assez rigides de base, ce qui fait que l'animation elle est potentiellement plus difficile à rendre fluide. Et on voit les mouvements qui sont un peu plus saccadés. Ah, c'est terrifiant. Il y a crépage de chignon. La musique suit bien l'attention en tout cas. Elle apporte pas mal de choses. Ah, il y a là. Est-ce que la flèche lui a découpé le bras ou... Oui, c'est nettement plus poupée, ouais, complètement. Et ça empêche aussi... alors tu me diras, l'extrait d'avant aussi, il n'y avait pas beaucoup d'expression parce que c'est des squelettes, mais il y avait des mouvements de bouche un petit peu. Ici, à part les mouvements d'œil, c'est impossible de faire bouger la bouche, la poupée n'est pas faite pour ça. Mais... un bras. Assez terrifiant. Ça fait vraiment pour le coup tout cet univers de yokai japonais, moi j'adore. C'est toujours assez inexplicable et puis le folklore japonais est hyper vaste. Je pense que pratiquement tous les objets du quotidien ont un esprit maléfique ou farceur ou quoi. Et il y a un millier de légendes et tout sur le Japon.
Là, je pense que c'est peut-être inspiré d'un conte ou quoi, j'avoue, je ne sais pas. Ah là là. Presque des screamers, hein. Oui, complètement. Ça fait très théâtre japonais, effectivement. Là, ça fait. De toute façon, effectivement, le Japon, c'est souvent. C'est très connu pour son théâtre, et puis il y a toujours ses ombres, etc. Le théâtre d'ombre aussi. Mais. Mais intéressant, hyper effrayant hein, quand même dans le traité et tout. Je me permets de regarder. Bon là on est sur le générique donc je vous passe un peu le générique vu qu'on vraiment ne comprend rien. Oui je disais quand il montait, il y avait cette chose voilà où vous voyez le travelling avance et les pieds aussi, on a l'impression qu'ils flottent un petit peu, qu'on retrouve pas juste après. Et là vous voyez, vu que la plus le travelling, d'un coup ils avancent nettement plus ancrés dans le sol. Voilà, oui, on voit vraiment, à part les mouvements d'œil, il y a pas de mouvement de bouche, etc. Et en fait, le Japon, l'animation japonaise, elle est très toujours dans l'économie du papier, alors en deux dimensions, mais elle est très économisée aussi dans l'animation. Il y a quelque chose de... Oui, ça va à l'essentiel. Les mains, c'est... Vous voyez, là, c'est la même main. Là, c'en est une autre. Ou alors, les mains ont des armatures. À mon avis, c'est peut-être pas des mains différentes. Je me suis dit, sur le coup, ils avaient remplacé les mains. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des mini-armatures dedans pour pouvoir permettre un petit mouvement de main comme ça, assez léger et qui rende un peu fluide. Sinon, il y aurait vraiment eu trois mains et on n'aurait pas senti autant de fluidité dans le mouvement de la main. Des petites choses un peu naturelles. Vous voyez, il y a un petit retard sur les doigts, des choses comme ça. Il y a plus de tension dans celui-ci, l'ambiance est beaucoup plus glauque et lourdaque, clairement, hein, clairement. Je pense que c'est aussi la différence entre l'animation en stop motion pour le cinéma, pour un film en live action, avec des vrais acteurs, et des courts-métrages en stop motion qui sont de réalisateurs vraiment qui ont un propos en fait, qui servent pas forcément le film en tant qu'artisan, mais qui servent vraiment le film en tant qu'auteur. Là pour le coup c'est complètement ça hein. La suite, alors moi j'aime bien, je trouve qu'il est un peu malaise. Pour le coup là c'est Jan Svank Major. Alors lui il est encore en vie, il est né en 34 et c'est un réalisateur surréaliste qui est tchèque, on retrouve le tchèque. Il a influencé aussi les frères Kay, Tim Burton et Terry Gilliam notamment dans son traité et dans son propos. Dimension of the Dialogue c'est assez particulier, c'est complètement autre chose encore. Euh... Le Alice de Tim Burton, tu parles. Je suis pas sûr que ça ait inspiré beaucoup. Euh, le film pue tellement la 3D que je pense pas qu'il ait beaucoup inspiré. Qu'il se soit beaucoup inspiré de ce mec pour faire son film Tim Burton. Non, je pense que c'est plus. Tim Burton, c'était plus pour les noces funèbres ou. Ah, il a fait un long métrage de Alice. Ah, ok. Eh bien, je ne savais pas. Non, là j'ai mis vraiment Dimension of the Dialogue, du coup c'est... Vous allez voir. Pour l'instant c'est des visages un peu... Ah, je regarderai, hein, je regarderai. Je suis interloqué, Vladoro. Peut-être si on a le temps après, je regarderai un peu ce que vous m'avez dit, on pourra voir ça ensemble. Donc voilà. C'est très dans le... C'est assez dégueulasse, là, le poulet c'est particulièrement malaise, hein, quand même, dans ce... Ouais, je pense que ça va déranger beaucoup de gens, mais... Ça... il se mange, il s'ingurgite, il se régurgite. Et ça fait vachement Archimboldo, quoi. Oui, voilà, complètement. Léna, tu me le dis en même temps que moi. Et, et c'est hyper inventif, quoi. De créer des visages avec des objets du quotidien ou de la... On va le voir par la suite, ça se modifie aussi, mais j'aime bien ce truc de...
il disait enfin, jamais avec un bout de papier tu pourrais casser des trucs ou avec une enveloppe tordre ça, mais là c'est le cas. Je trouve ça assez un petit côté jouissif de tout casser quand même. Voilà, je le dis. Après, quand ça désagrège la nourriture, j'avoue que je suis un peu plus mitigé. Forcément, c'est un peu dégoûtant. Mais on suit un peu les personnages comme des boucles. Les personnages se forment et se dévorent. Maïté en stop motion. C'est vrai que ça fait un peu cauchemar en cuisine, hein. On peut les voir aussi de plus en plus abîmés, hein, les personnages. Et il y a vraiment une violence qui se passe, je trouve, dans, dans le rendu, quoi. Pour ne plus que devenir que du sable. Et je crois que le meilleur arrive après, hein. Parce que là, pour l'instant, on est sur quelque chose en deux dimensions. Mais enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez frontal et à plat. Après, ça va potentiellement partir en modelage. Si je me trompe pas. Du vomi en stop mo. Ouais, oui, ça fait très art contemporain pour le coup. Mais c'est pour ça que je disais, ça change complètement de style de, de ce qu'on a vu jusque-là. J'ai sélectionné vraiment des trucs très différents et qui ont marqué, hein, vraiment l'histoire de la stop motion, hein. C'est des méga artistes, mais du coup, c'est des choses très différentes. Donc, on est plus ou moins sensible à ce qu'ils font, quoi. Euh, Là, voilà, on commence à passer à de la 3 dimensions. Mais c'est intéressant, hein, franchement. Dans l'inspiration des portraits de... Oui, voilà, c'est Archimpoldo. Et donc là, je la trouve incroyable, cette séquence. Pour le coup, ça fait très art contemporain et très surréaliste et toujours très malaise, hein, on continue là-dessus. C'est... Faut avoir l'idée, quoi. Et puis surtout que le modelage est bien fait. Vraiment, il y a quelque chose de foncièrement bien fait. Ah oui, c'est pas fini. Je trouve vraiment en deux parties pour le coup celui-là. Voilà, et là en fait, pour le coup, moi j'avais fait du modelage durant mes études. Donc là, c'est de la terre glaise et il y a des armatures en fait qu'on utilise pour maintenir un peu la tête, les bras, etc. Mais je trouve ça assez bien fait et assez fou que ça soit. Putain, il y a un téton sur Twitch, j'espère que je vais pas me faire ban pour ça. C'est un téton anglaise, ça compte pas normalement. Mais du coup, voilà, je trouve ça fou de faire une sculpture assez. Enfin, très bien faite et assez réaliste. Et de tout casser comme ça. Et on sent là pour le coup vraiment les doigts quoi, qui ont servi à animer. Et franchement, ça passe, hein, ça passe. Ça montre rien, en même temps on comprend bien ce qui se passe. C'est vraiment une histoire pour le coup d'amour. Pareil, hein, ça fait très art contemporain. Le date du malaise, c'est dérangeant et hypnotisant à la fois, mais complètement, hein, complètement. Moi, on n'est pas serein, on n'est pas serein. Moi, je suis pas serein, je me dis, mais est-ce que ça a été accepté ce truc? Et oui, c'est vraiment malaisant. Je pense que le côté terre glaise fait quelque chose qui ressemble un petit peu, qui est entre la peau, vous voyez, et la pierre, quoi, un peu. Et qui fait quelque chose d'assez mou, mais qui prend bien la lumière.
Euh, Là, ça fait vraiment créature. Ouais, ouais, la scène est dingue, hein, franchement. Et puis c'est bien filmé, c'est le format carré aussi, mine de rien, fait vraiment quelque chose de très resserré. Et là, vous voyez, c'est de la stop motion, la fluidité de l'animation, genre là, la main et tout, hyper beau. Bon, dans les expressions, c'est un peu, c'est un peu c'est moins réaliste. Vous voyez, c'est pas maladroit, c'est vraiment exprès dérangeant. Là, on est sur une scène de. Chacun se détruit en fait. Ouais, complètement, complètement. La scène fait très. Ouais, ouais, on comprend tout. Pour le coup, d'habitude, en art contemporain, on n'en comprend pas grand chose quand tu n'as pas le modèle sous les yeux. Mais. Ah oui, c'est encore assez long. Euh, mais. Ouais, alors, ah oui, celui-là, oui. Ouais, c'est en 3 courts-métrages, j'avais oublié. Eux, ils ont des yeux. Non, mais je trouve ça fascinant, quoi. Non, mais vous êtes pas prêts, en fait. Vous êtes pas prêts. Parce que moi, je le suis même pas trop. Mauvaise journée, mais c'est clair. Donc là, c'est tout raccordé. Vous voyez, les lacets vont avec la chaussure, la brosse à dents, le dentifrice. Toujours cette chose de. C'est toujours animé en terre glaise et malaise, hein. Malaise. Malaise. On est sur un malaise. Bon. On a l'impression de jouer à. Moi, ça, je sais pas, ça m'évoque un jeu de société que t'as pas décidé. Je sais pas le côté gros pion qui se déplace. Voilà, là les objets se mélangent. Il y a toujours ce côté. C'est impossible de tailler une brosse à dents, mais je trouve que les copeaux de brosse à dents font très. Enfin, on a vraiment l'impression que ça a été taillé comme ça, par ça. Ah, c'est fascinant, hein. Je sais plus exactement jusqu'où ça va, ce qui me fait dire que ça va être incroyable. Mais je serais curieux de. Parce que les deux premiers, je trouve qu'on comprend le propos. Genre le premier de manger l'autre, d'ingurgiter l'autre pour ressortir soi, et puis. Enfin, on peut le prendre un peu comme ça. Ouais, ça fait un très mauvais film fétichiste. Les fans de dentifrice et de chaussures se régalent ce soir. Mais le deuxième, ça faisait vraiment cette idée des étapes d'amour extrême et de violence aussi extrême jusqu'à se détruire l'un l'autre. D'amour passionnel, mais j'aime pas trop ce terme, mais voilà. Là, pour l'instant, on a deux têtes de chauve qui sortent des instruments de leur bouche et qui les détruisent au fur et à mesure. Waouh, on dirait Téléchat. Ça vous évoque pas Téléchat, dessin animé, enfin cette émission pour enfants qui passait avant à la télé et tout. C'était le joueur du grenier qu'on avait parlé, c'est une célèbre. Il a fait un célèbre épisode dessus, mais ça faisait, la fin fait vraiment Téléchat en mode je survis comme ça. Bon, on a passé pas mal de temps là-dessus. En tout cas, l'animation est assez fluide, c'est très malaise. Et ouais, le même côté flippant. Du coup, voilà, je pense qu'on va passer à la suite. Je pense on sera tous contents de respirer un peu après ça. Oui, du coup, dans la version d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un mélange de la stop-mo, de la prise de vieux, où Alice est parfois transformée en poupée. Je vous le conseille vraiment. Bah, trop bien, trop bien. Écoute, je regarderai ça. Là, on passe au frère Kay. J'en parlais un peu plus haut, donc le film qu'on a vu avant de Jeanne on m'obligeait pas à redire ce nom. Svan
Svank Major, en plus je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça vu que c'est tchèque. Ça a inspiré les frères Kay, donc il y a Timothy Kay et Stephen Kay. Et c'est des frères jumeaux qui sont américains et qui travaillent à Londres. Et ils sont réalisateurs, scénaristes, directeurs de la photo, ils sont animateurs. Et il y a juste Stephen qui est acteur en plus. Il bosse pour la pub, pour la télé, pour la musique aussi. Donc je vous mets cet extrait, ça dure 1 minute 30. Voilà, c'est histoire de voir un petit peu une production qu'ils ont faite. L'extrait est court, c'est un extrait de bonne qualité que j'ai trouvé sur YouTube. Après, il n'y avait pas grand chose, j'avoue. Mais je vous ai mis en tout cas des bons films malaises. Hein. J'espère que vous me remerciez bien. Dans cette idée toujours de masque de poupée, on voit que c'est des choses qui sont vachement réutilisées. Ah, faut que je vous remonte Bestia après. Ça évoque tellement ça. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la stop motion qui est incroyable. C'est la texture, quoi. Là, on voit vraiment la viande, le papier. Je sais pas, l'image est vachement... Mais la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était que la stop motion était arrivée très inspirée de Méliès au tout début. Et très... dans les histoires un peu de fantômes, de choses comme ça. Et en fait, ce qui est assez marrant, alors évidemment, ça a été beaucoup de poupées, de marionnettes, de jouets ont été utilisés pour l'animation durant l'histoire. Mais on voit que c'est quelque chose qui est encore présent même avec Coraline, hein, qui est assez flippant. Voilà, c'est tout. Là, c'est toujours dans quelque chose d'assez étrange, assez glauque, quoi. Donc je vais mettre en lien sur YouTube les liens de la playlist, comme ça vous pourrez retrouver un peu les noms, en tout cas, si vous, voilà, et puis vous pouvez faire vos recherches aussi par vous-même pour trouver d'autres choses de ces réalisateurs-là. On va passer au dernier, déjà. Alors là, c'est de Jacques Drouin, et alors lui, il est mort en 2021, c'est un peu triste. C'était un réalisateur canadien de films d'animation à l'écran d'épingle. Alors là, l'écran d'épingle, ça serait presque une émission à part entière. On va rester sur... c'est un écran d'épingle. Et c'est une méthode d'animation extrêmement fastidieuse, extrêmement longue. Difficile à décrire comme ça, mais ça fait un peu flouter. C'est comme des illustrations qui se mettent un petit peu en mouvement. C'est très très spécial. Et Bretislav Pojar, qui est un illustrateur, animateur et réalisateur tchèque, toujours. Et son mentor, je vous le donne en mille, c'est Jerry Trenka. Celui dont on n'a pas vu le film parce qu'il a été enlevé de la playlist. C'est un court-métrage un peu plus long celui-là. Déjà, on est sur des marionnettes un peu plus... un peu moins poupées de porcelaine, choses comme ça. Qui ont l'air un peu plus fluides, un peu plus malléables. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. C'est pas forcément... j'avais déjà dit, mais YouTube, les lecteurs vidéo, c'est une catastrophe. Et là, c'est un film qui commence un peu à dater, donc... Au revoir les poissons. C'est intéressant ce décor. Comment il est... Vu la qualité, j'ai du mal à voir un petit peu ce qui se passe. Ok, est-ce que... J'ai du mal à savoir ce que c'est. Est-ce que ça fait cette animation justement en tableau d'épingle qui apparaît et disparaît en fait dans l'animation?
Ou est-ce que c'est quelque chose en volume? Ah, c'est en couleur quand même, donc après ça peut soit recolorisé, soit... Bon là on est complètement dans l'hiver, hein, donc je me les pèle. C'est assez mignon. Je trouve ça trop drôle que la neige, elle, elle tombe aux endroits de lumière. Mais là, on dirait vraiment qu'elle est coupée en haut, quoi. Ça fait un peu étrange. Donc non, je pense que c'est bien une marionnette aussi. Difficile de faire parvenir une émotion sur une marionnette qui n'a pas un visage très malléable et très expressif de base. Il l'a vraiment touché là. On est d'accord que ça va. Ah, coup dur. Je trouve que dans les poses, c'est d'une justesse assez cool. Hein. C'est des poses qu'on peut retrouver vraiment naturellement chez nous les êtres humains. Ah, ça me rappelle un film affreux, j'ai oublié le titre. Ce film où c'est un mec, il a, il a plus de jambes, il a plus de bras, il se réveille, il est aveugle, machin, il est enfermé dans une salle où les médecins le maintiennent en vie et c'est horrible. Enfin bref, c'est un vieux film, mais horriblement cafard. Donc il a perdu la vue. Ah oui, donc là, par la lumière, qui nous apparaît comme ça, on comprend ce qu'il arrive à ressentir et à voir, entre guillemets. T'es un beau gosse, hein. Du premier coup, euh, moi, sobre et avec de la lumière, j'arrive pas. Hein. Mettre la clé dans la porte. Oui, on voit aussi que du coup, je ne l'ai pas dit, mais incroyable comme... Oui, complètement. Je lis ton commentaire, mais incroyable comme façon de présenter la cécité vue de l'intérieur. Je trouve ça assez malin parce que finalement c'est assez simple, on va dire. Mais on ressent tout de suite. Et il y a aussi quelque chose que j'allais dire, c'est qu'il n'y a plus de couleurs, vu qu'il ne peut plus voir les couleurs. Donc, mais on a gardé tous les modèles de décors et de personnages, mais en noir et blanc. C'est pour ça que la nana lui donne, l'espèce de fée lui donne une rose. Quand elle l'a dans les mains, elle est rouge, et quand elle lui donne à lui, elle devient grise. Par contre, j'ai l'impression qu'on décrit mon quotidien alors que j'y vois très bien, c'est une catastrophe. La tête quand elle se fait sucer par les poissons, t'es con. Moi, c'est ce que je suis assez grand. C'est ce que je ressens quand je vais dans un appart trop petit. Hein.
la lampe qui t'agresse, la chaise qui tape contre la chaise et la table parce que t'as voulu éviter les deux. C'est assez poétique, hein. Petit budget. Euh... Ben... En vrai, petit budget par rapport à d'autres films, tu vois, mais... Parce que je sais que tu dis peut-être petit budget par rapport au fait qu'il est quand même assez ambitieux. Là, cette animation, incroyable. La stop motion coûte très cher, je le répète, donc... L'animation coûte très cher, même en règle générale. Je sais plus combien c'est la seconde d'animation. Le prix de la seconde d'animation, mais... Il y a quelque chose que j'adore, c'est comment les animateurs ou le réalisateur ou réalisatrice ou quoi vont faire pour retranscrire les effets spéciaux. Là, par exemple, l'eau ou le feu ou des choses comme ça. Je trouve que c'est là où on voit que le film il a essayé de transcender un petit peu, il a essayé de créer quelque chose de nouveau. L'île aux chiens, par exemple, je crois que le feu était incroyable avec ses fumées tout en coton ou les choses comme ça. Et par exemple, il y avait un film des studios Hardman où il joue au foot, là je me souviens plus du nom, où là les effets spéciaux étaient juste en 3D et ça faisait très incrustation et ça se liait vraiment pas avec le reste. C'est un peu dommage. C'est un truc de Cro-Magnon. Croman, ouais, merci. Croman. Là, c'est intéressant, le feu, il a été redessiné en 2D par la suite, j'ai l'impression. Ce qui finalement est grave à la mode maintenant dans l'animation 3D, de faire des effets spéciaux en 2D. Je vous ai mis un peu des courts-métrages de l'angoisse, hein, je me rends compte. C'est pas forcément très joyeux l'histoire de la stop motion. Mais on rigole bien, écoute. Aïe aïe aïe. Je souffre avec lui. je suis dedans. Putain mais mec tu te prends que des coins là, c'est... Il y a le drapé de la robe hein, animé qui est assez discret mais qui a dû demander énormément de travail hein, dans les noces funèbres de Tim Burton, la robe de mariée d'Emily, ça a été un calvaire à animer donc là j'imagine aussi le travail. Champagne. On retrouve un peu de couleur sur lui. Là ça a l'air de rien mais interaction entre deux personnages. Ouais il est vraiment touchant ce film, ouais complètement. Je trouve que c'est le premier le dernier mais du coup de la sélection où, qui nous transporte autant en tout cas. Les autres c'était un peu plus court aussi
Là, il y a vraiment le temps de poser une histoire et de raconter quelque chose d'émouvant. Et oui, donc je disais interaction entre deux personnages, donc forcément plus difficile, une danse en plus. Euh, et aussi, mine de rien, je pense qu'il nous touche aussi plus, vu que c'est le plus récent. Euh, donc il y a aussi, accumulé du savoir-faire et des inspirations des prédécesseurs qui nous permettent d'arriver à ce résultat-là, quoi. Oui, toujours très pertinent, Léo. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va retrouver la vue ou pas? Ah, c'est marrant, il ressent vraiment sa présence. Oh putain, le flip. Moi, personne fait ça à côté de mon œil, hein. Oh, j'ai vraiment cru qu'il aurait qu'un œil. Oh là là, et doucement, et tout doux. Il est pas sorti depuis 20 jours. Lui, ça vaudrait le coup de le retrouver en très bonne qualité, hein, franchement. Il est magnifique. Il y a toujours quelque chose de... Ok, Léna. À toutes. Ah bah, merci beaucoup. Trop hâte de t'avoir sur les prochains lives. Elle a quelque chose de très fantomatique, hein, la nana. Ça fait plaisir qu'il les voit à nouveau. La couleur est revenue aussi dans le film. Ouais, il y a des zooms, hein, petit mouvement de caméra. Oh, lui a mis des pains de rose. Bon, elle est rentrée par effraction, c'est lui, mais c'est quand même adorable. C'est légal, ça? On sait pas. On va dire que dans ce film, oui. Ah, c'est chouette, hein, c'est vraiment joli.
de la force là. J'ai pas l'impression, hein. C'est elle qui est rentrée chez lui par effraction pour déposer des fleurs. Non, c'est trop mignon. Paysage brumeux, bien cool. Voilà, c'était. Et voilà, on voit studio Jiri Trnka. Du coup, on a vu en tout cas que ça reste quand même très artisanal la stop motion. C'est souvent des réalisateurs, des réalisatrices de courts métrages ou des gens qui bossent pour le cinéma, enfin pour des longs métrages en live action. Mais il y a une industrialisation qui est hyper récente. On voit genre avec les studios Hardman, avec Laika, je veux dire Coraline, les Box Trolls et tout. Jamais vu dans l'histoire de l'animation des grosses entreprises comme ça qui peuvent se permettre de faire des longs métrages d'animation d'1 heure et demie tout en stop motion et puis d'une qualité absolument folle. Et puis même Tim Burton qui avait fait Léna Funèbre et puis Henri Selick avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a fait Wendell and Wild là, qui est sur Netflix là, il y a pas depuis quelques mois. C'est un peu plus mis en place et c'est un peu plus accepté par les investisseurs. Ils sont peut-être un peu moins frileux qu'avant de financer un film tout en stop motion parce que ça coûte extrêmement cher encore une fois. Et moi je me souviens de Coraline, on avait fait un épisode dessus dans le podcast et c'est un film qui a eu du mal à se faire financer au début parce que tu présentes ça à des investisseurs, ils se disent oui c'est une héroïne, c'est en pâte à modeler. Non, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de la 3D, donc voilà. Et en fait, non, ça marche trop. Ça marche trop. Donc, et ça se démarque surtout de toutes ces productions de Disney ou de DreamWorks. Disney, ça a été vraiment le plus gros studio, ça l'est toujours, hein, mais en termes de 3D, tout le monde se liait sur ce qu'il faisait en termes d'esthétique. Depuis quelques années, c'est assez récent. On voit qu'il y a vraiment un tournant qui est fait. Du coup, depuis Snoopy, des studios Blue Sky, ça a utilisé de la 3D différemment, avec aussi des effets 2D, des choses comme ça. On le retrouve avec Arcane, évidemment, là, ça a inspiré, je pense que le chapeau T2, là, c'est inspiré à mort d'Arcane et de Spider-Verse, mais ça se sent à balle, quoi. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça permet de faire autre chose, et de renouveler un peu la 3D qui est quand même très lissée depuis des années. Mais d'un autre côté, le risque, c'est que tout le monde fasse un petit peu la même chose. Je trouve que le chapeau T2, on est un peu à la frontière. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à Spider-Verse et à Arcane aussi. Les effets spéciaux en 2D, dans un film en 3D. Voilà, j'ai un peu dérivé là-dessus, mais donc tous les mardis 18h ou 18h30, normalement 18h30 on va dire, comme ça j'ai le temps de finir le boulot et d'installer tout ça. Je vous fais des bisous et puis à plus.